Éric Ciotti, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Aux États-Unis, le dépouillement continue. Un léger avantage pour les Républicains, mais ce n'est pas net. Vous avez dit il y a quelques jours, tout n'est pas à rejeter chez Trump. Alors que conservez-vous du Trumpisme? Qu'est-ce qui peut nous inspirer? Écoutez, d'abord une politique économique qui a porté plutôt la croissance et l'emploi aux États-Unis, une politique diplomatique, notamment au Moyen-Orient, qui a été efficace, je le dis. Avec de la brutalité d'un côté. Dans le combat contre Daesh, une mesure que personnellement je partage et que je souhaiterais voir mettre en œuvre par la diplomatie française, le fait de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. C'était un point important, mais je prends cette mesure, mais elle marque aussi une diplomatie qui a été plus efficace et qui finalement, si on en fait le bilan, a plutôt fait avancer la paix. Je pense aussi à son action sur les accords d'Abraham en Corée. Après, on a reproché à Trump America First, l'Amérique d'abord. Mais je crois qu'aujourd'hui, la politique de Biden, elle n'est pas très différente. Et vis-à-vis de l'Europe, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une forme de domination américaine dont il faut se méfier d'ailleurs, parce que moi je suis pour une politique d'une Europe et d'une France indépendante, d'une politique gaullienne qui ne soit pas suiviste. Pour le Proche-Orient, le retour de Bibi Netanyahou en Israël, c'est une bonne chose pour les relations franco-israéliennes ou il faudra regarder ça de près? À titre personnel, Benjamin Netanyahou est un ami. J'ai eu l'honneur de le rencontrer récemment, avec mon ami Meir Habib d'ailleurs. Lorsque je suis allé en Israël, c'était au mois de mars dernier. Nous avons une longue et passionnante conversation. C'est un homme d'État qui se bat pour la défense d'Israël. Donc personnellement, je me réjouis de sa victoire. Je le dis. Après, la diplomatie doit rentrer en ligne de compte, bien sûr, mais voilà, je crois que c'est un patriote israélien qui défend un État que personnellement j'aime, que je veux voir protégé, qui est la seule démocratie de cette région troublée du monde et que nous devons soutenir. L'ambassade de France à Jérusalem, c'est votre position depuis longtemps dans la primaire. Absolument. Si vous êtes président de LR demain, ça sera la position officielle de LR ou vous êtes minoritaire dans le parti sur ce point? En tout cas, ça doit être la position du gouvernement français. Moi, ce que je souhaite, c'est que LR soit le moteur d'une alternance le plus rapidement possible, que nous gagnions demain l'élection présidentielle. J'avais porté cette mesure dans le cadre de la campagne présidentielle. Un parti aura à définir ensemble notre ligne, mais dans ma campagne, je le dis, c'est une position naturellement qui est la mienne, que je maintiens, que je défends et que je défendrai toujours. L'Ocean Viking, bateau qui a recueilli des migrants, pourrait aborder en Corse, où on est prêt à les accueillir. Est-ce que vous approuvez? Absolument pas. Ce serait une faute, une erreur. Je ne souhaite pas que ce bateau accoste en France. Ce serait donner un signe pour les passeurs qui exploitent la détresse humaine. Voilà, j'ai toujours eu une position constante et bien avant le débat qui a secoué l'Assemblée nationale la semaine dernière. Avec Monsieur de Fournas. Il faut que, les personnes qui sont en détresse vitale, qui traversent la Méditerranée dans des embarcations de fortune, après avoir payé leur traversée à des barbares qui exploitent la misère, qui installent une nouvelle traite des êtres humains. Mais il faut les sauver d'abord. Il faut les sauver. Ça, c'est le rôle des organisations internationales, je dirais, et je souhaite que ces actions de secours, elles soient plutôt conduites d'ailleurs par les organisations européennes. Mais ensuite, il n'y a aucune évidence, aucune logique à ce que les personnes sauvées soient reconduites en Europe, parce que ça voudrait dire que les passeurs ont gagné et que c'est leur objectif. Ils les envoient sur des bateaux de fortune, on les récupère et ils arrivent en Europe. Donc le succès de l'opération qui a été financée dans des conditions scandaleuses est réuni. Donc moi je souhaite, et je l'ai toujours dit, que ces bateaux reviennent vers les côtes de départ, vers notamment, il y a beaucoup de départs aujourd'hui en Tunisie. Vous savez, je
suis député d'un département frontalier, vous le savez, les Alpes-Maritimes. J'étais encore vendredi dernier au poste frontière de Menton. Chaque jour, environ 150 migrants sont interpellés dans les Alpes-Maritimes. Et la première nationalité de ces migrants, ce sont des Tunisiens. Et il n'y a aucune logique, alors que la Tunisie est un État structuré, organisé, que l'Europe accueille des Tunisiens en situation clandestine. Donc la vocation, c'est de retourner notamment vers les côtes tunisiennes. Emmanuel Macron a dévoilé hier son plan pour les gros pollueurs, les industries pollueuses en France. Il rajoute 5 milliards d'aides, il porte à 10 milliards en échange évidemment d'une transition écologique. C'est de la bonne politique ? Ou c'est un chèque ? Ces entreprises, je crois, contribuent à 10% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est beaucoup, 43 millions de tonnes de CO2 par an. Il faut s'attaquer à ce sujet, qu'on les aide, c'est une bonne politique, naturellement. Mais il faut que cette politique, elle soit globale. Et je déplore encore une fois ce qui a été fait sur le nucléaire, parce que nous en payons aujourd'hui un lourd tribut. Le fait que 25 à 26 réacteurs soient aujourd'hui à l'arrêt sur un parc de 56, que tous les présidents de la Ve République, à l'exception de M. Hollande et M. Macron, avaient conforté, avaient protégé, avaient développé. Les 2 dernières centrales créées l'ont été par Nicolas Sarkozy, ont été décidées, mais le programme électronucléaire, c'est le général de Gaulle. Nous sommes le 9 novembre. Nous pensons à la mort vision, du général de Gaulle, et je serai tout à l'heure à Colombey, je pense à la vision stratégique du général de Gaulle. Lorsqu'on a aujourd'hui des hommes politiques qui sont des hommes politiques plongés dans le court terme. Donc les décisions de M. Macron, elles compensent les fautes de M. Macron. Vision à long terme, la loi sur les énergies renouvelables va arriver à l'Assemblée, elle a été votée au Sénat, notamment par le groupe LR. Est-ce que vous voterez cette loi ou est-ce que vous exigerez que les éoliennes soient à plus de 40 km en mer, avec un veto des maires éventuel ? Je ne la voterai pas s'il n'y a pas un accord préalable des maires, des communes à toute décision d'implantation des éoliennes. Ils peuvent avoir leur droit de veto, parce que le Sénat y a renoncé. Il faut qu'il y ait ce droit de veto, et je trouve que ce qu'a fait le Sénat est une erreur. Je le dis très clairement. Il faut aussi que ces éoliennes soient implantées en mer à plus de 40 km des côtes. C'était les 2 conditions. Voilà, mais c'est vrai que je lisais cette tribune aussi qui dit « Ne gâchons pas notre paysage ». La France, c'est aussi cet extraordinaire environnement naturel que nous devons aussi protéger. Ne saccageons pas la France. Il y a Madame Hidalgo qui a saccagé Paris. Ne laissons pas saccager la France aussi par des implantations avec, notamment dans la terre, des enfouissements de plusieurs dizaines de mètres, avec aussi, on n'a pas complètement évalué les conséquences environnementales sur la biodiversité de ces équipements industriels partout dans nos campagnes. Les instances de l'Assemblée vont aussi discuter ce matin de la tenue vestimentaire. Vous avez mené un combat pour qu'on soit habillé correctement avec cravate dans l'Assemblée. Vous allez gagner ? C'est moi qui ai lancé ce débat, puisque j'ai saisi le bureau de l'Assemblée nationale, sa présidente, Yaël Braun-Pivet. On a un long débat, j'ai fait des propositions. Moi, je souhaite que le port de la veste et de la cravate soit obligatoire. Nous avons, avec les 3 questeurs, hier soir, et dans une réunion avec la présidente, débattu. Nous verrons bien ce que vote le bureau, mais moi, je souhaite que l'Assemblée nationale soit le lieu du respect des Français et soit pas une assemblée où on arrive débraillé, où on arrive en jean basket, en t-shirt, en sac à dos. Voilà, ce n'est pas une ZAD, ce n'est pas un lieu, c'est un lieu qui a une histoire, c'est le lieu où Clémenceau ou De Gaulle sont intervenus à la tribune, c'est là où s'est fait l'histoire de France, c'est là où se fait la loi. On doit du respect aux Français et le moindre de ces premiers respects, c'est d'être respectable. Les enfants de la ministre Agnès Pannier-Runacher ont des parts dans une société liée à un paradis fiscal, en lien aussi avec leur grand-père. Tout cela est légal, dit-elle, ce qui apparemment est vrai. Dont acte et on passe à autre chose ?
La haute autorité pour la transparence de la vie publique est saisie, c'est à elle de dire s'il y a problème ou pas. Je ne connais pas ce dossier, il est troublant dans la façon dont il est présenté. Voilà, la ministre du Développement durable, son père dans une société pétrolière. C'est la Macronie et l'argent, tout ça je dirais pas ça, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une transparence totale sur cette affaire. Alors vous êtes candidat pour présider donc le parti Les Républicains, vous êtes même favori. Si vous gagnez, quelle sera votre première mesure ? La première mesure, ça sera de convoquer un grand congrès refondateur de notre famille. D'abord, un congrès qui nous rappellera ces messes où je vibrais du temps du RPR, jeune militant, j'ai adhéré au RPR à 16 ans, où on se retrouvera pour réformer nos statuts et pour lancer un nouveau départ de notre famille politique. La réforme des statuts, c'est dire plus de primaires. Nous devons prendre nos responsabilités. Le président des Républicains doit prendre ses responsabilités avec le bureau politique, soutenir un candidat. Moi, je le dis très clairement, pour moi, ce doit être Laurent Wauquiez. On ne peut pas procrastiner jusqu'à la fin du quinquennat pour choisir notre candidat. On a vu ce que a coûté l'hésitation, le doute, l'attente, la recherche du candidat providentiel qui n'est jamais arrivé. Il faut maintenant aller dans un calendrier plus rapide et prendre nos responsabilités. La droite n'a plus de voix ni de visage face à Madame Le Pen, face à Monsieur Mélenchon, au danger Mélenchon, face à Monsieur Macron. Ce sont trois leaders. On en pense ce qu'on en veut. Il faut en avoir. Vous savez ce que j'en pense. Mais nous n'avons pas d'incarnation. Le problème de la droite, c'est une incarnation. Deuxième mesure, créer aussi une grande fondation des idées qui devra faire des Républicains un parti qui est le parti des idées nouvelles, des idées ouvertes sur la société moderne, qui parle d'environnement, de santé, d'éducation, tout autant que des grands problèmes de sécurité, d'immigration, d'économie. Autour de trois piliers, l'autorité restaurée, l'identité préservée, la liberté promue. Alors, pour ce qui est de l'incarnation, à votre place, la semaine dernière, Bruno Retailleau nous disait « Attention, si on choisit notre candidat à la présidentielle, on l'expose, si les européennes ne sont pas favorables, à exploser en vol. » Vous reconnaissez ce risque pour Laurent Wauquiez ? Je convoquerai pour vous répondre Martine Aubry. Pourtant, c'est pas ma référence. Tout à fait. Disait, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Voilà. Je souhaite qu'on sorte du flou. Voilà. Tant pis pour les risques. Ça veut dire qu'il y a des arrière-pensées. Ça veut dire, ah non, mais attention, protégeons notre candidat. Est-ce que c'est vraiment pour le protéger ou c'est pour penser à un autre ? Voilà. Soyons clairs. Moi, je mets toutes les cartes sur la table. Ça fera pas forcément l'unanimité, mais la démocratie, c'est pas l'unanimité. C'est la majorité. L'enjeu de l'unité. Jean-Luc Moudin quitte le parti. On dit, si Éric Ciotti arrive à la présidence, des parlementaires vont partir. Vous en êtes conscient ? J'ai entendu ça, mais je vois que certains de mes concurrents veulent que des personnes partent aussi du mouvement. Donc, c'est pas forcément le signe non plus d'un rassemblement beaucoup plus fort. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous ayons une ligne claire, une ligne d'indépendance d'abord. Ni alliance avec M. Macron, ni union des droites. Donc, je le dis très clairement, ni avec les extrêmes. Nous sommes les héritiers du parti gaulliste. En ce 9 novembre, je le redis avec fierté, nous devons être autonomes, porter un projet, choisir un candidat et être une alternative. Monsieur Macron ne sera plus candidat. Le macronisme ne suivra pas à Monsieur Macron, j'en suis sûr. Les LR peuvent revenir. Et je ne veux pas du débat Mélenchon-Le Pen. Donc il n'y a que nous qui pouvons incarner une alternative. Eh bien merci et bonne journée à Colombey-les-Deux-Églises. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain 7h45, votre invité sera Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme.